Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Je voudrais risquer maintenant ce qu'on appelle en français une uchronie. Qu'est-ce qu'une uchronie? Une uchronie, c'est une probabilité historique qui ne s'est pas réalisée. Une hypothèse de l'histoire qui ne s'est pas effectuée. C'est cela une uchronie. Exemple. Adolf Hitler gagne la guerre en 1945. C'est une uchronie. Car en 1941, l'Allemagne nazie avait conquis pratiquement toute l'Europe à l'exception de la Grande-Bretagne. Donc on pourrait penser que l'hypothèse la plus probable qui va se réaliser, c'est l'Allemagne nazie qui prend le pouvoir en Europe. En 1941, c'était parfaitement possible d'envisager. C'est une uchronie. L'Allemagne n'a pas gagné la guerre. Elle aurait pu pourtant le faire. Cette hypothèse n'était pas écartée du point de vue historique. Autre uchronie, toujours en Europe. Charles de Gaulle a été condamné par le régime de Vichy du maréchal Philippe Pétain comme étant un traître à la nation. Et il était en exil à Londres. Le chef de l'État français, le maréchal Philippe Pétain, a demandé le rapatriement du traître Charles de Gaulle de Londres pour Paris. Une lettre officielle avait été envoyée au Premier ministre de Grande-Bretagne, Winston Churchill. Or, Churchill combattait l'Allemagne nazie. Mais l'État français restait un allié de la Grande-Bretagne. Donc, que fallait-il faire? Envoyer de Gaulle à Paris pour qu'il soit fusillé, exécuté comme traître à la nation? Ou bien l'envoyer ailleurs? C'est ce qu'a fait Churchill. Il a proposé à de Gaulle de fuir. Où? En Afrique. De Gaulle s'est exilé en Afrique et a réussi en Afrique à constituer justement cette armée de tirailleurs qu'on appelle sénégalais, mais qui sont en réalité les soldats africains qui iront mourir au champ de bataille contre l'Allemagne nazie pour libérer la France. Donc, c'est une uchronie. Si par exemple on considère que Churchill a envoyé de Gaulle, a rapatrié de Gaulle dans son pays, et ce dernier a été arrêté, mis aux arrêts et exécuté. C'était une possibilité. Et si de Gaulle avait été tué, que serait-il devenu de la résistance? Que serait-il advenu de la France et de sa libération? C'est une uchronie. Nous pouvons revenir au Gabon et proposer une uchronie gabonaise. On aurait pu très bien avoir
Jean-Hilaire Obameye, président du Gabon en 1960, il était, du point de vue du pédigré, plus nanti que Léon-Mba. Il avait été agent des douanes, donc il avait une connaissance d'administration. Il avait été élu municipal au conseil municipal de Brazzaville. Il avait été également un collaborateur de Félix Éboué, le Guyanais, qui était le gouverneur de l'AEF. Et il a été pendant longtemps député pour le compte du Gabon, le territoire du Gabon, à l'Assemblée nationale française. Donc il avait l'étoffe. Et en plus, il était un nationaliste. Et il avait voté pour le non, il avait demandé de voter pour le non au référendum. Donc cet homme portait l'étoffe d'un véritable patriote qui, s'il avait pris le pouvoir en 1960, aurait donné au Gabon une autre dimension. Ça explique pourquoi le coup d'État perpétré par les jeunes officiers gabonais en 1964 ont proposé que ce soit lui qui prenne la tête du pays. Donc, nous avions là une possibilité de voir Jean-Hilaire Obama à la tête de notre pays. Ce ne fut pas le cas. La France s'est arrangée pour que cela ne se fasse point. Imaginons qu'Obameye ait pris le pouvoir. Il aurait certainement développé le pays correctement. Du moins, je le pense. Imaginons qu'après Jean-Hilaire Obameye, ce soit René-Paul Souzat, un fervent défenseur de la souveraineté du Gabon, et qui avait voté, et qui avait demandé à voter pour le non au référendum. Un fils du Sud. Mais René-Paul Souzat, à la suite de Jean-Hilaire Obameye, aurait peut-être avantage accentué le développement du Gabon. Imaginons que René-Paul Souzat quitte le pouvoir et qu'il est remplacé par Germain Mbangema, qui fut, il faut le rappeler, assassiné par le mercenaire Bob Denard à cause de ses positions nationalistes et indépendantistes. Mais Germain Mbangema, qui avait de l'amour pour son pays, l'aurait certainement développé. Imaginons qu'après Germain Mbangema, ce soit Rendjambe Issani qui prenne le pouvoir et qui lui aussi a été assassiné. Mais il est clair que le Gabon aurait peut-être accentué son développement politique, économique, social et culturel. Enfin, imaginons que Mambondou ait pris le pouvoir. Mambondou Pierre, un fils du Sud également, ait pris le pouvoir. Mais nous aurons eu l'image d'un Gabon différent de celui que notre pays présente aujourd'hui. Cela me semble d'une évidence claire, nette et précise. Cette uchronie ne s'est pas réalisée. Si, de mon point de vue, ces hommes avaient pris le pouvoir, ces noms que j'ai cités, ces personnalités brillantes gabonaises dont on ne parle presque jamais, avaient été aux affaires, il est clair qu'elles auraient développé notre pays en exploitant les immenses richesses dont regorge le Gabon. Avec une petite population, cela a été parfaitement possible. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait comparer notre pays à un autre, le Botswana en Afrique australe, à un autre, le Rwanda dans les Grands Lacs. Notre pays aurait eu ce acabit et il pouvait supporter la comparaison, la concurrence avec ces deux pays que je viens de citer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que si ça avait été le cas, quelle aurait été la conséquence pour la France? Car il faut toujours revenir à la France. C'est elle la puissance coloniale. C'est elle qui, depuis le 19e siècle, exploite les richesses du Gabon. À 100%. Le Gabon n'est qu'un territoire. Elle a 100% des richesses. Vous l'imaginez en train d'accepter que des leaders nationalistes, patriotes, développent le continent, développent le Gabon avec les richesses qu'elle a l'habitude de prendre à sa guise? Non. La conséquence qui se serait imposée pour la France, si cette uchronie s'était réalisée, c'est qu'elle n'aurait plus eu l'exploitation exclusive de nos immenses richesses. Elle n'aurait plus eu ce monopole-là. Non. Elle aurait eu des Gabonais aux affaires, des gouvernements gabonais qui soient ses rivaux perpétuels. La France se serait retrouvée en rivalité avec des gouvernements sur les richesses du Gabon. Et elle ne l'a pas voulu. Il était beaucoup plus simple pour elle de bénéficier seule de l'exploitation du bois, du pétrole,
du manganèse, de l'uranium, du coltan, du cobalt, de la bauxite, du fer, de l'or, du diamant. Il fallait pour la France qu'elle soit la seule à accéder à toutes ces richesses gabonaises. Et c'est ce qui s'est passé depuis maintenant 61 ans. Si donc la France s'accapare de nos richesses, si c'est elle qui est la principale bénéficiaire de nos richesses, mais alors, comment voulez-vous qu'au Gabon, nous soyons riches? Non. Les richesses du Gabon sont pour la France. Le Gabon enrichit la France. Et c'est ce qui est prévu dans l'article 2 des accords particuliers qui unissent la République française et la République du Gabon. Le président de la République française est de facto le chef du président du Gabon. C'est donc lui qui décide. Et il décide au gré des intérêts de la France. De la France. Donc, un nationaliste ne peut pas accepter cet article 2. Impossible. Et comme les nationalistes ne peuvent pas l'accepter, il est de bon ton pour la France de les éliminer, soit par un assassinat, soit par un exil, soit par un emprisonnement. Voilà les méthodes de la France-Afrique, sur lesquelles nous allons revenir dans le cadre des autres lives que nous aurons par rapport à cette campagne The France-Afrique bashing que nous sommes en train de poursuivre dans son acte